Bonjour et bienvenue au livre audio de Nulle part au Texas de François Barcelot dans la série de livres Les aventures de Benjamin Tardif. Ceci est les chapitres, les jours 4, 5 et 6 lus par moi, Hugo le Magnifique. Le quatrième jour. Pour la première fois depuis qu'il était sur cette plage, Benjamin Tardif prit le temps ce matin-là d'admirer le soleil. Non par que celui-ci n'ait pas été digne d'admiration les 2 premiers matins. Mais il avait envie de prendre son temps, de regarder le disque rouge et rond du soleil émerger à l'horizon. Au-dessus de lui, un grand vol de cormorans passa sans bruit. Un peu plus loin, un grain rond perché sur un rocher, tête rentrée dans les épaules, semblait examiner la scène avec mauvaise humeur. Conscient qu'il avait une attitude semblable, Benjamin Tardif se redressa juste au moment où la femme vint lui porter son café et 4 tranches de pain, nettement plus fraîches que la veille. Le boulanger passé, j'ai du pain frais presque toutes les semaines. Sur ce, elle lui tourna le dos et s'éloigna de sa démarche ondulante, dans une robe rose toute propre qui lui ne l'avait jamais vue ou qu'il ne s'était pas encore donné la peine de remarquer. Elle avait sous le bras un journal tout frais, toujours le Natural Enquirer, qu'avait dû lui apporter la personne qui avait livré le pain. Sitôt son déjeuner terminé, Benjamin Tardif se mit en marche dans ses mitaines percées. Était-ce sa hâte ou le fait qu'il s'habituait à marcher rapidement sur les rochers avec ses mitaines pleines de trous? En tout cas, il eut l'impression d'arriver beaucoup plus rapidement qu'il avait à l'endroit où on lui avait volé le Westphalia. Il cherchait à quel endroit un cheval aurait pu être caché. Il n'y avait qu'un. De l'autre côté de la route, à 200 ou 300 mètres, un bouquet de petits arbres arc-boutés contre le vent qui soufflait du golfe et suffisamment haut pour dissimuler un cheval. Elle traversa rapidement la route et marcha jusqu'à un bouquet d'herbes en se penchant. Elle en avait été sûre, le sable sous les arbres portait des milliers d'empreintes de fer à cheval, comme si toute la cavalerie confédérée avait campé là pendant 6 mois. Il était impossible de dire s'il s'agissait d'un seul cheval ou de plusieurs. Toutes les traces semblaient provenir de fers semblables, mais Benjamin Tardif avait enfin sous les yeux la preuve que Justin Case lui avait subtilisé tout ce qu'il possédait, ou, à tout le moins, qu'elle avait pu le faire. Il ne tira rien de plus de son examen des empreintes de cheval, rien qui permette de distinguer celles-là des traces de milliers d'autres chevaux. Il jetait souvent un coup d'œil de l'autre côté des arbres vers la route pour voir si des voitures venaient. Jamais un instant il ne songea que quelqu'un pourrait arriver de l'autre côté par le désert. Vous cherchez quelque chose? Fit une voix derrière lui. Il se retourna et si rapidement qu'il faillit se donner un tour de rein. C'était Justin Case, toujours avec son chapeau garni d'étoiles, sur son cheval doré, qui lui demandait Looking for something, stranger? Ne tirez pas, je suis pas Chicano, je suis Canadien. Le shérif Justin Case dut être ébranlé par cet argument, car il ne dégainait aucun des 2 revolvers qu'il portait à sa serrure. Jamais tué un Canadien de ma vie, pas un Mexicain non plus. Ce n'est pourtant pas ce qu'on raconte. Sitôt dit, Benjamin Tardif regretta ses paroles. Ce n'était pas le temps de provoquer le shérif, et encore moins de lui laisser entendre qu'il avait pu faire la connaissance de sa maîtresse. C'est à cause de la campagne électorale, dit Justin Case. Elle lui avait dit That's election talk. Comme si on pouvait se vanter dans les discours électoraux de tuer des Mexicains. Plus il y aura d'imbéciles qui croient que c'est grâce à moi qu'il n'y a pratiquement pas un Chicano dans le comté, plus je serai sûr de gagner mes élections. C'est facile qu'on n'a pas d'adversaire. Encore une fois, Benjamin Tardif se mordit la langue. Il était presque nu, en plein désert, devant un shérif ultra louche, et il osait discuter avec lui. Le shérif n'avait rien à dégagner, lui tirer une balle dans le cervelle et l'enterrer dans le sable. Il faudrait des semaines avant que sa famille se rende compte de sa disparition, des années avant qu'on retrouve son cadavre, des siècles avant qu'on découvre son assassin. Bleh. C'est justement parce que quelques personnes pensent que je tue des Chicanos ou que je n'ai pas d'adversaire et que je gagne mes élections. Benjamin Tardif se contentant cette fois de sourire au shérif, d'un sourire qu'il s'efforça de rendre le plus inoffensif jamais vu sur Terre depuis la retraite de président Carter. Vous pensez aller loin comme ça dans le désert? J'aimerais bien rentrer chez moi, mais on m'a volé mon véhicule et tout ce que je possède. Il est comment votre véhicule? C'est un véhicule de camping, un Westphalia, vous savez, la petite caravane motorisée dont le toit s'ouvre comme ça.
Justin Case n'a paru aucunement intéressé par les gestes de Benjamin Tardif, décrivant la manière dont s'ouvrait le toit du véhicule. Quelle couleur votre Westphalia? Une espèce de rouge, répondit Benjamin Tardif, sans pouvoir cacher son embarras. A shade of red, répéta le shérif. Et vous, en avez parlé à quelqu'un de la disparition de vos affaires? C'était de plus en plus embarrassant. Lui dire qu'il n'avait parlé à personne, c'était l'inviter à le tuer. Lui dire qu'il en avait parlé à sa maîtresse risquait d'avoir le même effet. J'en ai parlé à tout le monde que j'ai rencontré, dit-il stupidement après avoir hésité plus qu'il ne semblait raisonnable. Vous êtes un fiefé menteur. Si vous avez parlé à quelqu'un du vol de votre soi-disant véhicule, cette personne-là en aurait parlé aux autorités, c'est-à-dire à moi, que j'en ai pas entendu parler, c'est que vous en avez parlé à personne. En fait, mentit le nouveau Benjamin Tardif, j'ai téléphoné à mon éditeur il y a 3 jours. Je l'avais promis de le rappeler hier. Je suis sûr qu'il va envoyer quelqu'un à ma recherche parce que je lui ai dit que j'étais à Junior's Last Run. Comme ça, vous préférez que je vous laisse tranquille à moitié nu dans le désert? C'était pas ce que je voulais dire, protesta Benjamin Tardif, même si c'était précisément ce qu'il voulait dire. Le shérif se tut, manœuvra son cheval de façon à le placer entre le soleil et son interlocuteur. Cela faisait de l'ombre à Benjamin Tardif, ce qui n'était pas désagréable, mais elle plaçait le shérif à contre-jour et forçait son interlocuteur à cligner des yeux pour le voir clairement. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire, dit enfin Justin Case après avoir fait semblant de réfléchir pour montrer que c'était une proposition mûrement réfléchie. Oui, il y a pas loin d'ici une jeune femme qui possède un poste d'essence et un bon bout de désert tout autour. Oui, fit Benjamin Tardif sur le ton le plus interrogatif possible. Son poste d'essence ne vaut strictement rien, sauf que je viens d'apprendre, mais pas elle, que la compagnie Exxon, vous connaissez Exxon? Oui, je connais très bien, dit Benjamin Tardif, comme si tout le conseil d'administration de la compagnie jouait au golf avec lui tous les jours. La compagnie Exxon est dans le pétrole depuis des siècles. Eh bien, ils ont fait des recherches géologiques aériennes dans les environs et ils sont convaincus qu'il y a plein de pétrole par ici. Votre ami va être riche alors? Qui vous a dit que c'était mon ami? J'ai tout simplement cru que... Il est vrai qu'elle est mon amie. Elle a même fait de moi son légataire universel. Il n'y a qu'un problème. Elle est vivante. Je serais incapable de tuer quelqu'un? Je lui demande pas de la tuer. Je fais pas faire mes jobs par les autres. Mais j'ai besoin d'un suspect. Un suspect? Moi? Exactement. Rien qu'à vous voir, on voit bien que vous êtes le suspect idéal du meurtre d'une pauvre femme noire qui vit toute seule. Benjamin Tardif se considéra en baissant les yeux. Effectivement, il avait avec sa culotte trop grande, son chemisier à franges et ses mitaines sales passées à la ceinture, l'accoutrement du suspect idéal pour pratiquement n'importe quel crime, du plus banal au plus démoniaque. Y a qu'un problème, répéta Justin Case comme si c'était sa phrase préférée. Lequel? Personne vous a vu? Comment le savez-vous? Si quelqu'un vous a vu, je l'aurais su. Benjamin Tardif eut envie de lui dire que la femme l'avait vu, mais il n'était pas sûr que cela ne lui causerait pas plus d'embêtement encore. Le mieux, poursuit le shérif, serait que je vous laisse courir encore jusqu'à ce soir en direction de Junior's Last Run pour que des gens vous voient rôder dans les environs, mais je m'arrangerai pour que vous soyez pas arrêtés. Je vous donnerai même des vêtements et assez d'argent pour téléphoner où vous voudrez et disparaître rapidement. Mais moi, j'aurai mon suspect, un espèce d'étranger fou que les automobilistes auront vu rôder le long de la route. J'enverrai votre serment au FBI. Vous serez déjà dans un autobus pour El Paso. Et vous serez plus habillé qu'une chemise de femme et des mitaines de Père Noël. Ce sont des mitaines pour la cuisine. Ah bon? Cette explication se voyait n'intéressait aucunement le shérif. Et si je refuse, vous me laissez plusieurs choix. Je peux vous tuer tout de suite et vous enterrer dans le désert là, ou même votre éditeur mettrait 100 ans à vous retrouver. Ou je peux vous laisser filer, tuer la femme et m'arranger pour vous rattraper et vous faire condamner pour le meurtre. En fait, je peux parfaitement me passer de votre permission pour mener bien mon projet, mais si vous acceptez, je vais dès maintenant vous chercher des vêtements à peu près convenables et vous aurez la chance de sortir de ce coin de pays avant que le soleil vous transforme en grenouille frites. Et, au cas où vous songerez à prévenir la femme, sachez que je vais de ce pas la prévenir que maniaque dangereux est en train de patrouiller la région et qu'elle devrait vous tirer dessus si vous approchez d'elle.
Si je comprends bien, vous me donnez le choix entre vous laisser la tuer et me sauver, ou vous laisser la tuer et me faire condamner pour meurtre. C'est ça. Qu'est-ce que ce sera? Le numéro un ou le numéro 2? Le numéro un. Très bien, je vais chercher les vêtements et je reviens tout de suite. Son cheval hennit et partit au galop dans le désert. Le shérif revint peu après et lui lança un paquet avant de repartir aussitôt dans la même direction. Le paquet contenait une bouteille de Pepsi-Cola remplie d'eau, une chemise rouge à manches courtes, une paire de chaussures sans chaussettes et un jean délavé non lavé qui sentait la croupe de cheval et le cul de cow-boy. Cela n'empêchait pas Benjamin Tardif de mettre ses vêtements et d'enterrer dans le sable la culotte trop grande, la chemise à franges et même les mitaines qui l'avaient pourtant servi de mieux qu'elles avaient pu. Dans la poche derrière du jean délavé, il trouva une pièce de 25 cents, de quoi téléphoner à frais virés à son frère et lui demander de lui télégraphier de l'argent à Junior Zastron. Il n'avait même pas envie de parler à la police. Il était prêt à tout oublier, le Westphalia, tout son matériel et les quelques centaines de dollars en chèque de voyage qu'il gardait cachés sous le tapis à l'arrière de la cabine. Oui, tout oublier, à condition de sortir cet endroit infernal et de cette situation abominable. Il se mit à marcher, d'abord dans la direction que lui avait conseillé le shérif, mais il ne fit qu'une centaine de pas avant d'être assailli de doutes. Si le shérif l'attendait un peu plus loin pour l'abattre ou pour l'appréhender pour vol de vêtements, ou sous tout autre prétexte qu'il pourrait inventer, il s'arrêta, fit du regard un tour d'horizon. Dans l'autre direction aussi, il y avait une petite ville à une cinquantaine de kilomètres. En longeant la route, il y serait avant de mourir de faim, à condition de marcher d'un bon pas, à moins que le shérif n'ait prévu qu'il partirait dans la direction opposée à celle qu'il avait suggérée. Il avait déjà fait quelques pas dans cette direction, il revint dans l'autre avant de changer d'avis encore. Le comté du shérif s'étendait-il jusqu'à Badernia au sud, sinon il serait possible de prévenir la police de Badernia des intentions du shérif et peut-être d'éviter l'assassinat de la femme? Après tout, elle avait été plutôt gentille, lui avait donné de l'eau, du chili, du pain et du café imbuvable, mais c'est quoi même quelque chose d'approchant? Si je change de direction tout le temps, je serai encore ici à minuit, dit-il enfin. Il continua résolument dans la direction où il venait de faire ses derniers pas. C'était le sud, la direction de Badernia. Il s'efforçait de marcher dans le désert, juste assez près de la route pour ne pas perdre de vue. Ce n'était pas toujours facile, parce que le soleil brûlant se réfléchissait dans le sable en mirages qui ressemblaient à des flaques d'eau. Il confondait parfois ces mirages avec la chaussée, et il devait alors revenir sur ses pas jusqu'à ce qu'il recommence à voir la route. Mais cela ne l'empêchait pas de progresser rapidement. Il prit quelques gorgées d'eau dans la bouteille de Pepsi-Cola, puis les cracha aussitôt. Si le shérif a mis du poison dans l'eau, se demanda-t-il angoissé, mais il n'avait aucun moyen de le savoir et il lui semblait préférable de prendre le risque de mourir empoisonné plutôt d'avoir la certitude de mourir de soif. Il reprit quelques gorgées d'eau, qu'il avala en frissonnant. C'est peu après qu'il aperçut de loin la silhouette du poste de sens avec sa grande enseigne de tôle. À cette heure-là, la femme était probablement rentrée chez elle, si elle n'était pas déjà morte. Comment le shérif la tuerait-il ou l'avait-il déjà tuée? De façon à laisser croire qu'il s'agissait d'un maniaque étranger de passage en ces terres. Des images de femmes éventrées le virent frémir. Peut-être était-il temps de la sauver. Il n'avait pas d'armes, mais à deux, il pourrait rester au shérif, ou s'il n'était pas encore arrivé, fuir par la mer en se laissant descendre par le courant, là où Justin Case ne pourrait pas les suivre à cheval. Sans doute le soleil lui avait-il forcément tapé sur la tête, car la perspective de jouer les zéros le séduisit tout à coup, et il mit le cap sur le poste d'essence. Il espérait trouver un outil, une grosse clé anglaise par exemple, ou n'importe quel objet susceptible de servir d'arme défensive ou offensive, ou du moins de faire impression. Malheureusement, le poste de sens était totalement dénué de tout outil et même de tout objet amovible qui n'avait pas déjà été enlevé. Il tenta vainement d'arracher les becs verseurs en forme de pistolet au bout des boyaux d'essence, mais lui aurait justement fallu une grosse clé anglaise pour les enlever. C'est donc bravement et totalement désarmé qu'il traversa la route et s'engagea dans le chemin de la maison. Il marchait rapidement en se penchant de buisson à buisson. Il commença à faire noir et il y avait une lueur dans la maison, la lampe à pétrole.
Le cheval du shérif n'était pas là, mais une voiture de shérif était garée au bout du chemin. S'il n'avait pas fait si sombre, Benjamin Tardif se serait penché pour examiner les pneus et s'assurer que, comme il n'en était pas convaincu, le pneu avant droit avait 4 nervures et les autres 5. Il s'approcha silencieusement de la maison, jeta un coup d'œil par la fenêtre, s'attendait à voir le shérif penché sur le cadavre éventré de la femme noire. Mais non, ils étaient tous deux assis à table, la lampe entre eux, comme pour une conversation d'amoureux. Dieu merci, j'arrive à temps, songea-t-il. Mais cela ne change rien au fait qu'il était toujours désarmé. Il passa par la plage, ramassant une pierre qui lui semblait susceptible de constituer une arme efficace si on la projetait avec suffisamment de force sur une partie suffisamment vulnérable de l'anatomie humaine. Il monta à quatre pattes sur la galerie en espérant que les planches ne grinceraient pas. Puis il se redressa doucement, poussa violemment de son épaule contre la porte et s'élança dans la pièce en brandissant sa pierre. Ne bougez pas ou je vous fracasse le crâne, cria-t-il en s'arrêtant un pas du shérif, pierre brandie jusqu'au-dessus du chapeau de cow-boy au motif du drapeau américain. Le shérif le regarda en souriant. Soutinelle, on dira bien que tu as gardé ton pari. Tiens, elle s'appelait Soutinelle, drôle de nom, à moins que ça ne soit Sentinelle ou autre de ressemblant. Mais de quel pari était-il question? Quel pari? M'en avoir jamais tardif à Soutinelle ou Sentinelle ou quelque chose de ressemblant. J'ai gagé 5 $, répondit le shérif, qu'on vous reverrait jamais après l'histoire que je vous ai racontée. Soutinelle était convaincu que vous alliez revenir pour la sauver. Parce que c'est bien pour ça que vous êtes revenu, non? Interloqué, Benjamin Tardif garda sa pierre brandie au-dessus de la tête du shérif. Il veut vous tuer, dit-il à l'intention de Soutinelle. Celle-ci fut prise d'un tel fou rire qu'il se demanda s'il avait toujours raison de garder sa pierre au-dessus du chapeau de shérif. Mais il tint bon et ne se laissa pas désarmer par le fait que la victime appréhendait était en train de mourir de rire. Soutinelle continua de rigoler pendant une bonne minute encore, pendant que le shérif regardait Benjamin Tardif avec un grand sourire ironique. Vous voulez que je vous explique? Dit enfin le shérif. Vous pouvez toujours essayer. Voilà, Soutinelle en avait assez de vous voir tourner autour de chez elle. Elle avait beau vous donner le plus mauvais café qu'elle est capable de faire, vous nourrir rien d'autre que du chili en conserve et du vieux pain. Vous restiez là comme un poteau de télégraphe. J'ai alors mis au point cette histoire pour vous faire fuir. J'étais sûr qu'on vous reverrait jamais plus et que cela me coûterait qu'une pièce de 25 cents et des vieux vêtements même pas lavés. Mais Soutinelle a parié que vous reviendrez pour la sauver. Elle a gagné. Elle connaît les hommes comme pas une, Soutinelle. Benjamin Tardif regarda Soutinelle. Ça semblait bien Soutinelle en l'entendre prononcer une quatrième fois. Entre deux crises de fou rire, celle-ci fit le signe de tête que oui, tout cela était vrai. Mais les explications du shérif n'expliquaient pas tout la certification de Benjamin Tardif. Pourquoi n'avez pas fait enquête sur le vol de mon Westphalia, comme votre métier vous le demandait? Parce que c'est moi qui l'a volé, imbécile d'idiot de crétin. Il avait dit dummy, non imbécile, idiot, crétin, mais cela voulait dire les trois ensemble. Benjamin Tardif a une nuit froid dans le dos. Si Justin Case lui avouait si aisément avoir volé son véhicule et tout ce qu'il possédait, ce ne pouvait être parce qu'il projetait de se débarrasser de lui une fois pour toutes. Il remonta à la pièce au-dessus de la tête du shérif. Ne craignez rien, fit celui-ci. Il est en parfaite santé, le Westphalia. Même qu'il est beaucoup plus beau qu'avant. Plus beau? Vert de course britannique, c'est bien mieux que rose fifi, non? Il avait dit British Racing Green et Sissy Pink. J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture de sport vert de course britannique, expliqua-t-il. Je sais bien que ce n'est pas une voiture de sport, votre machin, mais la bonne couleur, c'est toujours ça de prix. En fait, avoua Soutinelle en baissant honteusement la tête, c'est moi qui voulais votre Westphalia. Ça fait des années que je rêve de partir d'ici dans une caravane motorisée. Et quand Justin m'a dit qu'il en avait trouvé une abandonnée sur le bord de la route, je lui ai dit que je la voudrais bien. Abandonnée sur le bord de la route? S'indigna Benjamin Tardif. Une voiture avec les clés et l'enregistrement trouvé sans la garde de conducteur le long d'un chemin public est un véhicule abandonné, répliqua Justin Case comme s'il restait par cœur le code de route du Texas. On est donc retournés ensemble dans le Westphalia, poursuivit Soutinelle. Chercher le cheval de Justin. Seulement après, quand je vous ai vu arriver, que j'ai compris que le véhicule n'avait pas été tout à fait abandonné.
mais d'où la rade aurait pu causer des ennuis à Justin. Alors, on a décidé de vous encourager à partir, tout simplement. Vous m'aviez dit que vous auriez de l'aide en téléphonant à votre frère dans le Nord. Vous risquez rien. Justin était sûr que vous seriez parti pour de bon. Moi, quelque chose m'a dit que vous reviendrez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, conclut Justin Case. That's all there is to it, avait-il sur le ton de voix de la plus grande bonhomie, comme s'il venait de trouver la solution à un problème aussi peu pressant que le mystère des statues de l'île de Pâques. Cela redonna à Benjamin Tardif l'envie de descendre sur le crâne chapeauté du Texan la pierre qu'elle tenait à la main. On l'avait laissé nu pendant 3 jours au bord de la mer. On lui avait fait manger de la saloperie de chili en conserve et on avait été jusqu'à faire un effort délibéré pour lui refiler du mauvais café. On lui avait même peint son Westphalia en verre sans lui demander la permission. Et c'était tout ça qu'il y a là. Écoutez, dit-il en serrant les dents, je vais être bon garçon, vous allez me rendre mon Westphalia, comme vous dites, et mon passeport, et mes cartes de crédit, et tout ça qui était dedans. Après ça, vous allez me laisser partir tranquille, on n'en parlerait plus, j'espère ensuite de plus jamais en entendre parler de vous jusqu'à la fin de mes jours. Et je vous jure que je ne passerai jamais à moins de 1000 km de votre maudit patelin, si c'est un patelin. Et si vous approchez à moins de 1000 km du mien, je vous jure que je l'écrabouille à coups de pierre, l'un comme l'autre. Sur ces paroles, il jeta la pierre sur la table. Elle répondit bruyamment, roula d'un bout à l'autre de la table avant de tomber tout aussi bruyamment sur le plancher. Il y eut un long moment de silence pendant lequel Soutinel et Justin Gates échangèrent un coup d'œil entendu, signifiant très clairement: le pauvre jeune homme, il faut le comprendre, le soleil lui est tombé sa tête. Oui, je vous le rends, la Westphalia, concéda enfin Justin Case, parce que je suis un bon diable. Il s'était qualifié de nice guy et son interlocuteur ouvrit la bouche pour protester. Mais le shérif ne lui donna pas de temps pour prendre la parole. Autrement, si je ne montre pas où il est, vous le trouverez jamais. Et c'est pas parce que j'ai peur de la justice, vous convaincrez jamais personne que j'ai volé quelque chose. Parce que tout le monde sait que j'ai rien volé à personne, et surtout pas aux touristes, parce que je sais que le tourisme, c'est l'avenir de ce coin de pays. Les touristes, j'en ai pas vu un seul. Ça viendra, je disais donc que je vais vous rendre le Westphalia. Ça devrait vous faire plaisir, il y a juste une condition. Une condition? La voix de Benjamin Tardif avait encore monté d'un ton. Il y avait une condition maintenant. Soutinel n'a jamais vu la Californie, et je gage que vous allez en Californie. Tous les gens étrangers qui passent ici vont ensuite en Californie, sauf ceux qui l'ont vu avant. Et vous voulez que j'emmène Soutinel? Benjamin Tardif regardait la femme qui souriait innocemment et accusa de la tête. Oh, elle paiera son écho, président Justin Case. 10$ par jour par personne. Ça devrait aller? Benjamin Tardif aurait dû se méfier d'expressions per head employées par le shérif, mais n'y fit pas attention. Je suis pas dans les voyages organisés, protesta-t-il. Seulement jusqu'en Californie, elle fera à manger, elle prépare le meilleur chili de tout le Texas, vous savez. Les conserves, c'était seulement pour faire partir, expliqua doucement Soutinel. Elle peut faire le ménage. Benjamin Tardif regarda autour de la pièce et il lui suffit pour décider de ne jamais confier à Soutinel le ménage du Westphalia. Aussi bien laisser un ouragan le soin de ramasser les feuilles mortes sur la pelouse des cimetières. Elle reprit les chaussettes aussi. On dirait des neuves, regardez. Le shérif enleva sa chaussure gauche, retira sa chaussette et la tendit par-dessus la table à Benjamin Tardif, qui ne daignait pas la prendre. Le shérif hocha la tête et laissa tomber la chaussette sur la table. Écoutez, traverser le désert, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, la Californie, sans personne à qui parler, c'est pas bon pour un homme. D'autant plus que si vous amenez pas sous tunnel, vous devrez voyager à pied. Parce que si vous l'amenez pas, je vous dirai jamais où il cachait le Westphalia. Bon, d'accord, j'ai bien essayé. 3 jours. Je me réserve le droit de continuer mon chemin tout seul. Ça ne fait pas mon affaire après 3 jours. Ouais, ça me semble un bon compromis. Je sais que ça va vous plaire d'avoir des compagnies. Sur ce, il remit sa chaussure et sa chaussette, se leva et déclara: allons-y. Ils sortirent et montèrent tous les trois sur la banquette avant de la voiture du shérif. Soutinel au milieu, le shérif fit rapidement marche arrière jusqu'à la route. Benjamin Tardif se retournait et ne voyait rien que les arbustes et les buissons partout, mais le shérif les évitait avec habileté en ne regardant que son rétroviseur. Il était évident qu'il était souvent allé chez Soutinel et qu'il en était souvent reparti en marche arrière. Sur la route, il mit en marche avant et fonça dans la nuit avec une habileté telle que le petit tour en marche arrière ressemblait maintenant à une promenade du dimanche dans un lada conduite par une grand-mère myope qui vient de s'apercevoir qu'elle a oublié ses lunettes.
Vous voulez que je mette dans la musique? Offrit le shérif. Sans attendre la réponse, il mit la sirène en marche. Au niveau le plus élevé, sembla-t-il à Benjamin Tardif qui ne se serait jamais douté auparavant qu'il avait une commande de volume sur les sirènes de police. Ils foncèrent sur la route pendant un bon quart d'heure sans rencontrer personne, jusqu'à un petit chemin qu'ils prirent à ralentir sensiblement. Quelques centaines de mètres plus loin, le shérif freina, faisant joliment voler un nuage de poussière qui subsista autour d'eux bien après qu'ils furent descendus de voiture. Ils étaient dans un dépotoir, le plus malodorant dépotoir qu'il ait jamais été donné à Benjamin Tardif de voir et surtout de sentir. C'était un ancien dépotoir, expliqua le shérif. Shérif. Oui. Il sent comme un œuf, répliqua Benjamin Tardif. Soutinel trouva ça très drôle et il se mit à rire d'un fou rire incontrôlable. Le West fouillait quelque part par là, expliqua encore le shérif en dirigeant le vaisseau de sa torche vers le milieu du dépotoir. Benjamin Tardif le suivit parmi les ordures. Des oiseaux de grande taille s'enfuyaient à leur approche. D'autres restaient là. Des animaux qu'il ne pouvait identifier leur jetaient un coup d'œil indifférent avant de se remettre à fouiner dans les déchets. Lorsque l'odeur devient absolument suffocante, le shérif désignait un tas de détritus plus gros que tous les autres. Le voilà, triompha-t-il. Des planches, des morceaux de placoplâtre et d'autres matériaux de construction avaient été rassemblés à un petit monticule sous lequel pouvait effectivement se dissimuler un Westphalia. Personne n'aurait jamais eu l'idée de venir le chercher là, dit Justin Case, comme si ça n'avait pas été l'évidence même. Benjamin Tardif s'était déjà mis à déblayer des débris qui entouraient son véhicule. Ça va puer pendant 10 ans. Non, pas tant que ça, rassura le shérif. Dans le fond, vous avez de la chance de pas avoir de la climatisation. Ça vous force de rouler en gardant les fenêtres ouvertes. L'odeur sera vite partie. Le Westphalia est vraiment devenu vert peint et grâce à un rouleau qui lui avait donné une surface granuleuse. Si Benjamin Tardif n'avait pas pu se boucher le nez d'une main en achevant de dégager le Westphalia, il l'aurait sûrement étranglé le shérif. Il ouvrit enfin la portière de gauche. Et mes affaires? Par là, dit le shérif, j'ai une sacrée mémoire. Il pointait vers un autre monticule de détritus à peine plus gros que les autres. Il leur fallut une bonne demi-heure à tous les trois pour dégager complètement le Westphalia et mettre les bagages de Benjamin Tardif qui en profita pour se changer dans la fourgonnette à cause de l'odeur ambiante. Il était impossible de savoir si ses vêtements sentaient mauvais. Au moins, c'était les siens. Et mes papiers? Demanda-t-il en sortant. Dans la boîte à gants, les chèques de voyage, je les ai laissés sous le tapis. Il en manque presque pas. Comment je vais sortir d'ici? Avec ça, dit le shérif en brandissant une grosse corde qu'il venait de prendre dans le coffre de sa voiture. Il attachait un bout du câble sous sa voiture et l'autre sous le Westphalia. Benjamin Tardif s'est mis au volant, en marche arrière. De peine et de misère, ils réussirent à ramener le véhicule sur la route. Comment avez-vous fait pour l'envoyer si loin? J'ai poussé à fond dans le chemin. Le Westphalia volait presque dans les ordures. Un vrai 4x4. Pour revenir à la maison de Soutinel, celle-ci prit place sur le siège du passager du Westphalia. Elle sembla enchantée la perspective de visiter ainsi la Californie. Le shérif suivait dans sa voiture. Même en ouvrant toutes les fenêtres, l'odeur était insoutenable. Benjamin Tardif portait presque toujours les doigts dans sa main gauche à son visage pour se boucher le nez. Une fois rendu chez Soutinel à 2 heures du matin, il insista pour coucher dans ses draps sur la banquette-lit du Westphalia qui lui sembla plus confortable que jamais et surtout infiniment mieux que le sable de la plage. En plus des fenêtres, il laissa ouverte la porte du côté et celle de l'arrière. Le shérif et Soutinel allèrent dormir à l'intérieur après lui avoir enlevé la clé du contact, juste au cas où vous serez tenté de nous fausser de compagnie. Benjamin Tardif avait une autre clé, fixée à l'essieu du Westphalia par un bout de fil de cuivre, mais elle était trop fatiguée pour partir en pleine nuit. Il s'endormit comme un ange dès que ses narines furent, d'épuisement, devenues insensibles aux odeurs. Le 5e jour. Juste au moment où ses narines reposées se remettaient à protester contre les effluves du Westphalia que la fraîcheur de la nuit n'avait guère modéré, mais que la chaleur du matin stimulait de la plus belle, Benjamin Tardif fut éveillé par la voix du shérif feignant un ton aussi amical que s'il avait été élevés ensemble en tétant le lait de la même nourrice. « On est prêt, dit joyeusement le shérif. Il passa par la porte avant et sautant sans le moindre souci d'élégance par-dessus le siège du passager pour se rendre sur la banquette arrière transformée en lit
où Benjamin Tardif se frottait les yeux. Soutinel tendit 2 valises au shérif et monta par l'ouverture de la porte coulissante. Elle enjamba, en sens inverse, le dossier du siège avant, relevant qui était là pour les voir une paire de belles grandes jambes, rasées de frais et une petite culotte toute propre jaune comme sa robe. Vous venez avec nous, shérif? Bâilla Benjamin Tardif. Vous pensez que j'allais laisser Soutinel partir toute seule avec vous? Ouvrez le thermos, Soutinel. Soutinel versa une première tasse de café, dont le shérif s'empara sans gêne. Benjamin Tardif fut droit à la deuxième tasse de café, brûlant pour une fois, mais aucunement différent que celui qu'on lui avait servi sur la plage. Sacré bon café, non? Suggéra le shérif avec un enthousiasme qu'il s'efforçait de rendre communicatif. Benjamin Tardif, qui ne se sentait pas encore capable de participer à l'euphorie de ses passagers, se contenta d'une grimace et rendit sa tasse de café au shérif. Il sortit par la porte coulissante qu'il referma derrière lui, fit le tour du Westphalia et monta par la porte du conducteur, en espérant que ses passagers suivraient son exemple et éviteraient dorénavant d'enjamber les sièges. Il mit le moteur en marche. Le Westphalia reculait doucement dans le chemin. Une chance que c'est pas en marche arrière qu'on s'en va en Californie, grogna Justin Case. Soutinel se mit à rire comme s'il s'agissait d'une plaisanterie irrésistible et continua de glousser jusqu'au moment où le Westphalia, au milieu de la longue côte montant au Hilltop of the World, tomba en panne sèche. « Ce n'est pas possible! » génie Benjamin Tardif. J'avais fait le plein à Junior Zastron. C'est parce que je l'ai un peu siphonné, avoua Justin Case sur un ton plus proche de la vantardise que du remords. Vous avez siphonné un véhicule que vous allez donner à votre petit ami? Benjamin Tardif avait dit girlfriend, qui lui semblait plus convenable que mistress. Ce n'est que 3 secondes plus tard qu'elle songeait que lover aurait été le mot juste. Ce n'est pas ma petite amie, protesta Justin Case, c'est ma sœur. Benjamin Tardif se tourna vers eux. Soutinel était assise sur le siège du passager. Justin Case était accroupi derrière les sièges au milieu. Leurs visages étaient à 50 cm l'un de l'autre, et jamais 2 visages n'avaient semblé à Benjamin Tardif aussi dissemblables. Soutinel était noir comme l'ébène, avec des traits tout à fait africains et des cheveux crépus réunis en fines tresses ornées, et pour la première fois, de perles de plastique multicolores. Justin Case était rougeau comme un Irlandais, il n'avait pas le moindre trait, je peux dire ce mot-là, négroïde. Oh, no, oh boy, ok. Des mèches de cheveux blonds roux dépassaient sous son grand chapeau. Vous voulez rire de moi? Demanda Benjamin Tardif. Pas du tout, l'assura Justin Case le plus sérieusement du monde. J'ai tout expliqué. Quelques 40 ans plus tôt, John Case, un cowboy irlandais, avait épousé une jolie noire répondant au joli nom de Annabelle Lachicotte. Ils n'eurent pas d'enfants, malgré d'innombrables tentatives, jusqu'au jour où John en conçut un avec une adolescente blanche, qui mourut en donnant naissance à un gros garçon qui on lui avait deviné devant Justin Case. Annabelle, bonne fille, accepta que son mari reconnaisse officiellement le garçon comme son fils, et témoigna à celle-ci les mêmes marques d'affection que s'il s'était sorti de son propre corps. Un an plus tard, pour se venger ou parce qu'elle en avait envie, elle coucha avec un noir qui était venu réparer la galerie, et bien qu'elle se soit imaginée stérile, elle donna naissance à une fille encore plus noire que Justin était blanc. John Case, qui avait bien quelques doutes sur sa paternité, n'en exprimant jamais parce qu'il estimait qu'un certain sens de justice que sa femme n'était pas plus coupable que lui, si coupable elle était. C'est ainsi que Justin et Soutinel Case étaient, au sens de la loi, parfaitement et totalement frères et sœurs, et qu'ils l'étaient aussi en leur cœur ayant été élevés avec le sentiment qu'ils avaient les mêmes parents et la même famille. Une fois qu'on lui a appris le pourquoi et le comment, la parenté de Justin et de Soutinel, Benjamin Tardif se sentit quelque peu soulagé. La perspective d'entreprendre un voyage dans la Californie avec des gens qui étaient amants et maîtresses lui avait déplu, car elle lui avait donné l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Il s'était vu chaque nuit force d'abandonner également son lit, quasi 2 places aux 2 amants, pour se contenter de dormir sur le siège du conducteur en s'efforçant de ne pas faire attention au grincement de suspension occasionné par les ébats de ses invités. Mais cette découverte du lien de parenté de ses passagers ne mettait pas l'essence dans le Westphalia. Si on retournait au poste d'essence, suggéra Justin Case, je parie 5$ qu'on s'y rend, juste en se laissant rouler en bas de la côte. Dis donc, tu m'as pas donné mes 5$ d'hier soir, remarqua méchamment Soutinel. Ce n'est pas le moment.
Benjamin Tardif mit le levier de vitesse au point mort, laissa reculer le véhicule vers la gauche, freina dès que les roues atteignaient l'accotement, braqua complètement à droite et lâcha le frein. La voiture se mit à rouler doucement. Il était très fier de son manœuvre, qui leur avait évité de sortir dehors au grand soleil pour pousser le véhicule. Personne ne vit la moindre allusion à son habileté. Ça le vexa, mais il commença ses budgets à être vexé. Le Westphalia faillit lamentablement dans sa tentative de se rendre jusqu'au point d'essence par le simple effet de la gravité. Just in Case perdit donc 5$ qu'il promit donner à Soutinel dès que ce serait le moment. Mais ce n'était pas du tout le moment parce que lui et Benjamin Tardif durent sortir et pousser le Westphalia sur 2 bons kilomètres. Pendant que Soutinel tenait fort maladroitement le volant, le Westphalia zigzagant de droite à gauche et de gauche à droite sur la route. Il atteignirent enfin le poste d'essence en transpirant à grosses gouttes. Y a pas un frigidaire dans ton truc? Demanda Justin Case. Il y a une glacière, mais elle est vide. Il n'y a pas de glace. Brillant. Il avait dit very smart sur un ton sarcastique qui redonnait à Benjamin Tardif l'envie de l'étrangler. Super ou ordinaire? Demanda Soutinel d'un ton de pompiste professionnel, mais sans quitter le volant. Le plein de sans-plomb, répondit Benjamin Tardif. Prochaine page. C'est un libre service ici, précisa-t-elle sur un ton qui voulait dire serre-toi toi-même, sinon ça va te coûter plus cher. Benjamin Tardif soupira, décrocha le bec verseur et le plongea dans l'embouchure du réservoir. Elle appuya sur la gâchette, l'essence se mit à couler, mais ne glouta pas que pendant quelques secondes. Comment ça marche? Oh, le réservoir doit être à sec, expliqua Soutinel. Justin m'avait dit qu'on partait, alors j'ai refusé la livraison du camion citerne hier. Merde, le super, il y en a beaucoup? J'en ai seulement pendant la saison touristique. Ça se vend pas le super par ici le reste de l'année. Et l'ordinaire, ça se vend? Oui, c'est ce qui se vend encore le plus. Il y a plein de vieilles camionnettes qui marchent cassant. Et il en reste, je sais pas. Il a pris le bec verseur de l'ordinaire, mais il n'entrait pas dans l'étroit goulot du réservoir, justement parce que le gouvernement voulait empêcher qu'on fasse le plein d'essence avec plomb, plus polluante. Tu pourrais faire un entonnoir, suggéra Justin Case. Benjamin Tardif monta dans le Westphalia, trouva un rouleau de feuilles d'aluminium avec lequel l'entreprise formait un entonnoir grossier qu'il installa dans le goulot du réservoir d'essence, mais il coula à peine quelques gouttes de plus. Je vous avais dit qu'elle s'en vendait beaucoup, expliqua Soutinel. Vous auriez pu me le dire avant. Justement, je vous l'ai dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On envoie juste assez d'essence pour aller chez Soutinel, suggéra Justin Case. Il y a l'air donc, dans le chemin, Benjamin Tardif se donna une grande claque dans le front. Yak prendre une voiture de shérif. Ex-shérif, président Justin Case. Je l'ai rendu ce matin à l'aube avec mon insigne et j'ai vendu mon cheval au shérif adjoint qui m'a ramené ici. Elle arriva à la maison, Soutinel et Justin Case descendirent. Dès qu'elle eurent refermé les portes, Benjamin Tardif appuya sur l'accélérateur. N'importe où, pourvu que vous n'y soyez pas, marmonna Benjamin Tardif entre ses dents. Malheureusement, le Westphalien n'accepte pas de faire que 20 mètres de plus avant de s'arrêter, à court d'essence, sans même avoir quitté la clairière qui s'étendait derrière la maison. Benjamin Tardif descendit. Je voulais seulement me garer à l'ombre, dit-il en revenant vers ses compagnons de non-route et en désignant le Westphalien garé en plein soleil. Les autres ne relevèrent pas son mensonge évident. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ne remarquèrent pas qui avait posé la question, puisqu'ils se la posaient tous. Moi, je vais faire du chili, proposa aimablement Soutinel. Justin Case alla s'asseoir sur la grosse pierre préférée de Benjamin Tardif, qui ne trouva pas mieux à faire que d'aller le rejoindre. La pierre était tout juste assez large pour deux, et un passant qui les aurait vus ainsi, côte à côte, les aurait pris pour les meilleurs amis du monde dans le moment le plus cordial de leur vie, alors que Benjamin Tardif était poursuivi par une obsession de plus en plus persistante, l'envie d'étrangler Justin Case. Il était depuis 4 jours passé par toute la gamme des émotions, d'abord naufragé de grands chemins, puis pourchassé par un shérif apparemment sanguinaire, hier forcé de se faire complice d'un assassinat, ce matin, compagnon de voyage de deux inconnus avec lesquels n'avait pas la moindre affinité, et maintenant, toujours immobilisé dans cet endroit sans nom, avec deux personnages dépourvus du sens de l'honnêteté et de toute forme de goût. Voilà le Chili, dit Soutenel gaiement, comme pour le tirer de ses idées noires.
C'est le même que la veille, l'avant-veille et le jour d'avant. C'est ça votre meilleur chili du sud du Texas? La Grandma Thurston? Bien sûr que c'est le meilleur, tout le monde dit. Même la publicité. Pas vrai, Justin? Sûr. Le sixième jour. Dis donc, Ben, t'es homosexuel ou quoi? La tête de Justin Case, toujours coiffé de son chapeau de cowboy patriote, était passée dans la porte coulissante du Westphalia. Mangement tardif s'efforça de se souvenir de la soirée de la veille. Celle-là lui revint rapidement une fois qu'elle fut rappelée la bouteille de bourbon qu'elles avaient partagée inégalement. Une moitié pour Justin et un quart chacun pour Soutinelle et pour lui. Ah oui, il y avait aussi une deuxième bouteille de bourbon, dont il avait obtenu une part plus équitable. Il lui revint aussi à l'esprit qu'il avait commencé à se tutoyer, plutôt qu'il se serait tutoyé si le tutoiement avait existé en anglais. En tout cas, elle s'appelait allègrement Ben et Soot. Justin ne prêtait aucune abréviation susceptible de plaire à l'ex-shérif. Homosexuel? Pourquoi je serais homosexuel? C'est Soot qui se le demande. Pourquoi? Tu lui as pas fait de passe, même pas la main sur la cuisse quand elle a effleuré la tienne par accident hier soir. Moi, j'ai dit que tu m'avais plutôt l'air d'un raciste, mais ça l'a pas consolé. Sue-elle prend sa mal quand elle se sent pas désirée. Elle dit toujours qu'elle a pas assez de seins, mais trop de cul. Il est très bien son cul, protesta Benjamin Tardif. Ses seins aussi d'ailleurs. C'est ça qu'il faut le dire, pas à moi. Je sais bien qu'elle est un peu moche, mais pas tant que ça. Elle n'est pas moche du tout, au contraire. Montre-le lui, bordel, sinon elle va nous faire une crise d'honneur. J'essaierai. Viens-t'en, le café est presque prêt. J'arrive. Il avait dormi tout habillé. Il fut donc en quelques instants sur pied dans la maison sous tunnel, qui était en train de mettre la table méticuleusement. Tasse posée au milieu des assiettes, tranche de pain à côté, sur la nappe tachée, ustensiles au-dessus, parce qu'elle ne se souvenait jamais lesquels il fallait placer de chaque côté. Benjamin Tardif s'approcha d'elle, lui mit le bras discrètement autour de la taille, posa la paume de sa main sur sa hanche d'un geste qu'il voulait plus amical qu'agressif. Comment ça va ce matin, Soot? Demanda-t-il d'une voix plutôt caressante. Elle se secoua, frétilla comme pour sortir d'un étreint de King Kong et retourna au réchaud de gaz. L'eau bouillait depuis de nombreuses minutes. Trop occupée pour batifoler. Elle avait dit to fool around, comme dans l'avis du poste d'essence. Bon. Il s'assit devant une des trois places à table. Ça, c'est la place de Justin, dit Soutinelle sans se retourner, comme si elle avait deviné, juste à l'entendre, d'où il avait pris place. Il se releva prestement. Où veux-tu que je m'asseye? N'importe où. Il s'assit à tout hasard devant l'une des deux places qui restaient. Soutinelle ne dit rien, ça devait être la bonne. Justin rentra après avoir pris la précaution de s'annoncer bruyamment par des pas extrêmement appuyés sur les marches de la galerie. Il ouvrit la porte et prit soin de la garder ouverte plusieurs secondes avant de pénétrer dans la cuisine sale à tout faire. Le café sent terriblement bon, dit-elle avec une bonne humeur qu'il espérait communicative. Comment peux-tu le savoir? Il n'est pas encore fait, dit Soutinelle, qui n'était pas très communicative lorsqu'elle entrait de verser l'eau bouillante dans la cafetière. Je sens qu'il va être bon, s'obstina Justin. Elle s'assit à table dans la place qui n'était pas celle que Soutinelle prétendait être la sienne. Mel ne dit pas un mot à ce sujet. Elle lança Benjamin Tardif un œillade qui s'efforçait de signifier tu vois comme je suis gentil, essaie d'arranger les choses entre ma sœur et toi, mais qui eut pour le seul effet de lui rappeler son irrépressible envie d'étrangler le shérif. Soutinelle posa enfin le café sur la table. Il était plus amer et imbuvable que celui de la veille, de l'avant-veille et des jours d'avant. Sacré bon café, complimenta Justin. Elle en but 3 bonnes rasades, claqua la langue avant de s'adresser à son ami Ben. Dis donc, Ben, tu as l'air moins en forme qu'hier soir. C'est le Bourbon qui t'a fait ça? Moi? Non. Hier soir, tu étais pourtant en pleine forme. Tu nous as même appris à chanter la mayonnaise. La Marseillaise, peut-être? En plein sang. C'était comment déjà? Dis Soud, c'était comment la mayonnaise hier soir? Soud venait de s'asseoir à table, du seul côté où il n'y avait pas de couvert et s'entreprenait d'y déménager ses assiettes, ustensiles et tasses de café, de façon de ne pas être assis à côté de Benjamin Tardif. Ça commençait par quelque chose comme Debout les dîners délétères. En tout cas, ça ressemblait à l'oreille d'Angin Tardif, à quelque chose ne pouvait ressembler qu'à Debout les dîners délétères. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Oui, c'est ça, reprit Justin. Debout les dîners délétères.
Sans doute chantait-il un peu juste que sa sœur, puisque Benjamin Tardif reconnut les premières mesures de l'international. Debout l'effort, ça donne faim. Ah, c'est pas une musique, c'est juste moi qui chante ça. Continua Justin. Et je vous ai dit que c'était la Marseillaise? Oui. Je suis un sacré menteur quand j'ai bu du Bourbon. Comment ça? Debout les damnés de la terre, c'est le début de l'international. Et qu'est-ce que c'est ça? L'hymne national des communistes. Il se mit soudain à rire comme il ne l'avait jamais fait, n'a eu l'occasion de le faire depuis un bon moment. Surtout pas pendant les 5 jours qu'il n'avait passé dans cet endroit sans nom. Mais il ne rit pas très longtemps. Soutenel et son frère le regardaient d'un air consterné. On ne rigole pas avec des choses comme ça, dit Justin. C'est vrai, renchérit Soutinel. C'est pas des choses pour rigoler. N'importe qui a le droit d'être communiste, on est un pays libre. Mais pas chez moi! En tout cas, vous auriez pas dû faire ça. C'est comme si je faisais prendre Take Me Out to the Ball Game pour le... C'est quoi déjà, Sout, l'hymne national, je sais pas. The Star Spangled Banner, intervit Benjamin Tardif. Vous êtes sûr? Absolument. Bien entendu, il n'avait pas pu se mettre à la vouvoyer tout à coup, puisqu'en anglais, le vouvoiement n'est pas vraiment plus évident que le tutoiement. Mais Benjamin Tardif sentait que Justin et Susannah Case l'auraient vouvoyé s'il en aurait eu la possibilité. Nous sommes des patriotes américains et de bons chrétiens, poursuivait Justin, et vous savez que nous aurions jamais chanté des chansons communistes, vous auriez induit en erreur. Vous avez le droit d'être communiste, répéta Soutinel, mais pas dans cette maison bénie de Dieu. Benjamin Tardif eut envie de leur demander si c'était au nom de Dieu ou de Ronald Reagan qu'elle lui avait volé son Westphalia pour le peindre en vert, mais il jugea plus à propos de leur faire diversion. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, Ben, on va aller chercher de l'essence à Junior's Last Run. Justin s'était radouci subitement, comme quelqu'un qui attendait une bonne occasion d'aborder un sujet délicat et qui l'avait enfin trouvé. Si elle avait pu tutoyer Benjamin Tardif dans cette phrase dépourvue de deuxième personne, il l'aurait sûrement fait. Comment? À pied. Ah bon? Mais comme ça sert à rien d'y aller tous les trois, on va s'en tirer au sort, celui qui ira. D'accord. J'ai encore la pièce de 25 cents que je t'ai donnée hier, je sais pas si c'est la mienne, mais j'ai un quarter dans ma poche. Parfait, mets-la dans mon chapeau. Justin ôta son gros chapeau, le renversa et lui tendit Benjamin Tardif et il laissa tomber la pièce qu'il avait trouvée dans le poche de son short. Moi, continua Justin, j'ai une pièce de 5 cents et je la laisse tomber aussi. Mais, Sous-elle participe pas au tirage, jolie comme elle est, si elle partait sur la route, elle se ferait enlever, on la reverrait jamais. Alors, Soute, va tirer entre les deux pièces de monnaie sans rien voir. Elle avait levé son chapeau au bout de bras. Oh, ça va pas, non, protesta Benjamin Tardif. Rien que du bout des doigts, elle va peut-être faire la différence entre un 5 cents et un 25 cents. Elle est un peu raide, celle-là. Tu oses dire que ma soeur est une tricheuse, je n'ai pas dit ça. Bon, tire, Soute. Soutinel plongea la main dans le chapeau et en tirant la pièce de 5 cents qu'elle jeta sur la table. C'était toi le 5 cents? Demanda Justin juste au cas que son interlocuteur aurait souffert d'une crise subite et aiguë de la maladie de l'Alzheimer. J'aime beaucoup la façon que le François Barcelo écrit ce livre. Je trouve ça très drôle parfois. Non, moi, c'était la pièce de 25 cents. Ah bon? Donc c'est moi qui irai dès qu'on aura terminé les provisions. Justin se retourna vers le garde-manger. Il restait 4 boîtes de chili et une douzaine de tranches de pain. Demain matin, ce sera parfait. Il passa la journée à boire le plus lentement possible une troisième bouteille de bourbon que Soot avait tirée de ses réserves secrètes. C'est ma dernière, jura-t-elle. Mais chaque fois qu'elle jurait que c'était sa dernière, Justin faisait à Benjamin Tardif un clin d'œil qui signifiait clairement elle doit en avoir encore une pleine cachée quelque part. En fin de journée, lorsqu'ils eurent mangé 2 boîtes de chili, froides parce que Soot n'arrivait plus à allumer le réchaud, sans doute parce qu'il ne restait plus de gaz, Justin se mit à bâiller de la façon la plus ostentatoire possible. J'ai le sommeil, dit-il, mais j'aimerais bien essayer ton Westphalia juste pour voir si on dort bien là-dedans. Comme tu voudras, j'ai laissé les portes ouvertes pour chasser les odeurs. L'ex-shérif se retira. Benjamin Tardif et Soutinel restaient seuls dans la maison. Timidement, Ben toucha le bout du doigt de la main de Soot par-dessus la table. Lâche-moi! S'écria-t-elle. Tu penses que je couche avec n'importe qui comme ça juste parce que je t'ai donné à manger à boire?
Ce n'est pas du tout. Surtout pas avec un communiste. Je suis pas un communiste, c'est une blague parce que j'avais trop bu. Je m'en fous, je couche avec qui je veux. J'en ai parfaitement le droit, c'est Justin qui m'a dit que... Justin pense que je couche avec tout le monde, mais il n'en sait rien, Justin. Demande-lui s'il m'a déjà vu coucher avec un étranger une seule fois. Et tu verras ce qu'il te dira, Justin. Bon, n'en parlons plus, je pensais seulement... Vous pensez comme un cochon, monsieur Benjamin. Un cochon communiste. Oh boy. Il était devenu un Red Pig. Il n'osa pas insister ni la contredire. Il se contenta de prendre la porte. Lui aussi, à cause du Bourbon, sans doute avait envie de dormir un peu. Dans le Westphalia, Justin ronflait comme un porc, pas du tout communiste. Impossible de dormir près d'une pareille cacophonie. Benjamin Tardif en fut donc réduit, une fois de plus, à somnoler sur la plage, adossé à sa pierre préférée. C'est un klaxon chantait une drôle de mélodie qui le réveilla. Il regardait par-dessus la pierre qui lui servait d'oreiller. Il aperçut une immense limousine noire, modèle hyper allongé avec 4 portières de chaque côté, à travers les glaces teintées qui exigent la climatisation qui fait nécessairement partie de l'équipement de série de ces engins-là. Il devinait vaguement la silhouette d'un individu, un homme peut-être, mais elle n'en était pas sûr. Le klaxon répétait sa mélodie bizarre. Benjamin Tardif se leva, s'approcha du monstrueux véhicule. La glace du côté du conducteur se baissa avec la régularité impeccable des glaces à commande électrique. Un gros visage poupin s'arriva enfin. Vous avez de l'essence? Je paye 2$ le gallon. Non, il ne reste pas une goutte. Je paye 20$ s'il reste 5 gallons dans le machin vert là. Il avait désigné le Westphalia avec tout le mépris dont il est capable d'inculte en matière de véhicules automobiles, quand il croit que le sien est meilleur que celui du voisin, même quand le voisin, comme c'est le cas ici, n'acceptera pas un échange pour tout l'or du monde. Puis une goutte, je vous jure. Merde d'enculé. Il avait dit fucking shit. Expression que Benjamin Tardif jugeait vulgaire et difficilement traduisible. La glace électrique se mit à remonter toute seule, mais Sunel accourait de la maison et son frère sortait du Westphalia. Je peux faire quelque chose pour vous? Demanda Justin une seconde avant que la glace électrique ne soit rendue au bout de sa course. La glace, infatigable, se mit à redescendre. Oui, si vous avez quelques gallons d'essence à vendre, votre prix sera le mien. On n'a pas une goutte, mais dis donc, j'ai déjà vu votre visage quelque part. Soot, tu l'as déjà vu, ce type? Il me semble, oui, vous êtes Oracle Simon, à votre service, madame. Il avait dit cela du ton d'un directeur de pompe funèbre à la recherche de futurs clients lors d'un enterrement. Oracle Simon, celui de la télévision, Soutinel battit les mains d'excitation. T'as pas de télévision, Sout, fit remarquer son frère. Je sais, mais ça fait 3 semaines qu'il fait la première page du National Enquirer. Vous êtes vraiment l'Oracle Simon dont tout le monde parle, avec les scandales sexuels et tout? Oui, madame! Oracle Simon, devant l'excitation manifeste de son interlocutrice, reprit le sourire qui, avant, quelques instants plus tôt, lorsqu'il l'avait reconnu, fait place à une inquiétude certaine. Elle se penchant vers le tableau du bord de sa voiture, ouvrit une des nombreuses boîtes à gants et tendit à Susnel une de ses photos, autographiées à la machine. Susnel prit la photo, l'admira quelques instants avant de la glisser dans son corsage, où elle fut froissée instantanément. Tu te rends compte, Justin? Le vrai Oracle Simon est chez nous, disait-elle en se frottant la poitrine comme pour caresser la photo, mais en réunissant qu'elle a froissé plus encore. Benjamin Tardif ne savait plus tout à fait à quoi il parlait, mais il crut deviner qu'il s'agissait d'un de ces télévangélistes dont les médias parlaient depuis quelque temps parce qu'il était impliqué dans les scandales financiers sexuels les plus divers. Présente-moi, Soot, implora Justin en soulevant son chapeau. Lui, c'est mon frère Justin Case, un ancien shérif, depuis hier, et moi, je suis Sudinel Case, sa sœur. J'ai le poste d'essence sur la route par là. Justement, dit Oracle Simon, pourriez-vous l'ouvrir quelques instants? J'ai besoin de quelques gallons d'essence. C'est justement parce qu'on l'a vidé qu'il n'a plus une goutte, expliqua Justin. Et les 10 millions, l'interrompit Sudinel texté. Les 10 millions, vous les avez avec vous? Quels 10 millions? Déronta Justin Case et Oracle Simon sur des tons totalement différents, l'un exprimant la surprise, la courtoisie, et l'autre une mauvaise conscience difficilement dissimulable. Les 10 millions du temple des ondes que le journal dit que vous aviez volé. Les journaux exagèrent tellement, fit Oracle Simon imprudemment.
C'était combien alors? Intervint méchamment Rogelin Tardif, même s'il n'avait pas été présenté, et peut-être pour venger la vexation de ne pas avoir été 9 millions, 5, 2. Je jure sur la tête de Chris, whatever, que je n'ai pas sur moi et avec moi que 200$ et 8 cartes de crédit, dont la plupart ont déjà atteint ou dépassé la limite autorisée. Et si vous avez l'intention de me voler mes 200$, sachez que j'ai à mes trousses des douzaines d'agents du FBI qui remueront ciel et terre tant qu'ils n'auront pas trouvé parce qu'ils imaginent que j'ai volé des millions que je n'ai jamais eus. Ne craignez rien, Justin. Qu'est-ce que vous auriez à faire de 10 millions de dollars de toute façon? Par contre, votre voiture est plus intéressante. Le FBI a mon numéro de plaque. Je veux pas vous la voler. Je parle seulement de partir avec vous. Je n'ai plus d'essence. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est qu'il doit bien vous rester un peu. Venez voir. Justin montant la voiture à 2 bons mètres de distance d'Urkel Simon, du côté du passager. Sous tunnel, montant derrière le révérend, sur la banquette arrière, ou plutôt sur la banquette du milieu, car il y en avait encore un autre plus à l'arrière. Benjamin Tardif, pour ne pas rester tout seul au soleil, monta sa même banquette par l'autre porte. Regardez, fit Urkel Simon en mettant la clé dans l'allumage. Tandis qu'une courte mélodie retentissait, jouée sur des instruments ressemblant vaguement aux xylophones bon marché qu'on donnait autrefois aux enfants qui en aimaient pas trop. Benjamin Tardif en avait jadis reçu 2 la même année de 2 oncles différents. Le tableau de bord s'alluma comme une demi-douzaine de sapins de Noël. Vous voyez là, pointa du doigt Rocco Simon, il y avait toute une partie du tableau de bord qui affichait par des diodes électroluminescentes jaunes sur fond vert une série de chiffres. Ici, vous avez la consommation d'essence au gallon depuis la dernière fois que j'ai fait le plein. Là, le nombre de gallons qu'il reste dans le réservoir. Et là, le nombre de milles que je pourrais parcourir avant de tomber en panne sèche. 12, s'exclama Soutinel. Vous avez bien lu, mademoiselle? Il y a 30 000 d'ici Junior's Last Run, observa Justin. On comprendra que, comme il est question de ce chapitre de 1000 au gallon, dont la conversion en litres ou 5 km exige un calcul très compliqué, il est plus simple de laisser les personnages s'exprimer dans leur unité utilisée dans la version originale de leur dialogue. Même si ça c'est un livre, puis il aurait pu le faire anyway, mais en tout cas. Si on transférait l'essence dans le Westphalia, suggéra Benjamin Tardif, vous êtes d'ailleurs un siphonneur sensationnel, shérif, la limousine ne fait que 9000 au gallon. Mon Westphalia en fait quelque chose comme 28. Peut-être pas assez pour nous rendre à Junior's Last Run à cause de la côte, mais presque. Ouais, dit Justin, pas question, protesta Oracle Simon. Moi, j'aime bien mieux la limousine, objecta encore Soutinel. Constatant qu'il perdait aux voix si un vote était pris, Benjamin Tardif se tut. C'est précis, votre machin? Demanda Justin. Ça donne les dixièmes de mille. Non, je veux dire la jauge d'essence. C'est toujours une petite sonde qu'ils ont exprès de mettre un peu au-dessus du fond de réservoir pour nous faire croire qu'il en reste plus une goutte, alors qu'il en reste toujours 1 ou 2 gallons. Avec 3 gallons, on se rendrait à Julius Dastron, c'est sûr. Je ne sais pas assez précis, dit le révérend. Je n'ai jamais manqué d'essence. Essayons voir. Urkel Simon mit le moteur en marche. La limousine fit demi-tour péniblement, car elle dut s'y reprendre à plusieurs fois pour manœuvrer entre les buissons. Et si on fermait la climatisation, j'ai encore mangé tardif, ça consommerait moins d'essence. Moi, je veux la climatisation, protesta Soutinel. Sur ces voitures-là, la climatisation consomme presque rien, décréta Justin, qui n'y connaissait strictement rien. C'est exact, dit le révérend, qui n'y connaissait rien non plus. Ils partirent donc, tournèrent à droite sur la route. 11,3, 11,2. Ils disaient consciemment sous tunnel, la moteur appuyée contre le dossier de Cole Simon, et les yeux rivés à l'indicateur de 1000 à parcourir avant la panne sèche. Bien entendu, il disait 11.3, 11.2. Mais rien n'est plus facile que de changer les points en virgule. La limousine s'approchait de la longue montée qui l'amènerait au Hilltop of the World, puis tout droit à Junior's Last Run. Ce nom de lieu intrigua Roger Tardif. Pendant que Soutinel continuait à rester les milles à parcourir, il tenta de deviner comment ce village en était arrivé à s'appeler ainsi. Peut-être un coureur à pied était-il mort là, à bout de souffle, après une longue série d'exploits. Dis donc, finit-il par demander parce qu'il était incapable de rester à sa propre curiosité. Vous savez pourquoi Junior's Astron s'appelle Junior's Astron? C'est à cause du Junior Pulaski, répond simplement Justin Case. Comment ça s'appelle? J-U-N-I-E-R. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Pulaski? Demande encore
Benjamin Tardif, en renonçant à connaître l'orthographe de Pulaski. Il était laitier et complètement timbré. Dans ce temps-là, toutes les familles avaient des vaches, mais lui s'obstinait à vendre du lait de porte à porte par là, avec une espèce de camion à glace tiré par un cheval, comme il y avait dans les temps des villes, et comme de raison, il n'y avait pas de clients pour son lait. Et il fallait qu'il déménage tout le temps à la recherche d'une bonne ville pour sa tournée de lait. Paraît qu'elle voulait être laitier parce qu'elle adorait les chevaux, mais qu'elle était incapable de monter à cheval. Il avait essayé plusieurs patelins avant d'arriver là. Ça a été son dernier. C'est pour ça que ça s'appelle Junior's Last Run. Et elle a enfin eu des clients. Non, oh non, seulement une cliente qui avait des triplets. Ce qui est arrivé, c'est que son cheval est mort, encorné par une vache. Justement, Junior Pulaski avait plus assez d'argent pour s'en acheter un autre. Alors, elle a essayé de livrer de le lait à pied en tirant sa voiture lui-même. Mais il n'a pas tenu longtemps. Le soleil lui est tombé sur la tête. Il est devenu complètement fou. Il s'est mis à tirer des coups de fusil sur les vaches des environs. Il a tué une bonne douzaine avant qu'on l'arrête et qu'il se fasse enfermer. C'est toi qui l'as arrêté? Oh non, c'était bien avant mon temps. Quand j'étais petit, mon père me montrait sa vieille voiture qui achevait de rouiller le long du chemin. Tu te souviens, Soot? 3,0. Oh oui, je me souviens. Ainsi donc, Junior's Last Run venait non d'une course, mais d'une tournée de laitier. Pendant son voyage, Benjamin Tardif avait souvent tué le temps en essayant de devenir l'origine des noms étranges des villes et villages. Sans doute n'était-il pas tombé pile une seule fois. Et Monsieur Badernia, c'est qui? Badernia, ça vient pas d'un monsieur. Ça vient de Bad Hernia, une vilaine hernie que se serait faite Joe Ringer pendant un rodéo qu'il avait eu là. C'était un fameux cowboy, Joe Ringer, et ce n'était pas souvent qu'il se faisait une hernie. Celle-là, il en était mort 2 jours après. Avec le temps, comme les Indiens et les Mexicains étaient incapables de prononcer Bad Hernia, comme du monde, tout le monde s'est mis à dire Bad Hernia, comme c'était du Mexicain. Et la maison de sous-tunnel, elle est dans Badernia ou dans Junior's Astron? Ni l'un ni l'autre, elle est à nulle part. C'est le nom de sous-tunnel a décidé de lui donner si jamais on lui demande un bureau de poste. Il avait écrit dit Nowhere, tout simplement nulle part. Pourquoi nulle part? Parce que nulle part au Texas, on mange du si bon chili, pas vrai, Sout? Dit Justin. Celle-ci interrompit son compte à rebours, le temps de tirer la langue à son frère. Ou bien parce que nulle part au Texas, on peut trouver un poste d'essence qui en a pas une goutte, pas vrai, Sout? Ah ah, nulle part au Texas, c'est le nom du livre. Cette fois, elle n'en fit pas la moindre grimace, elle se contenta de continuer d'égrener les chiffres qu'elle lisait au tableau de bord. 0,2, 0,1, 0,0. Pendant une fraction de seconde, Benjamin Tardif vit dans le rétroviseur un sourire triomphal sur le visage d'Urkel Simon, comme s'il avait passé les dernières minutes à prier pour que l'air du réservoir se transforme en essence. Mais ce sourire ne dura pas parce que, presque aussitôt, le moteur de la voiture s'éteignit. Un miracle de précision. La technique moderne fit toutefois le révérend pendant que la voiture s'immobilisait sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Soutinel. On va se laisser redescendre la côte pour rentrer à la maison, Justin. Mais on a presque 20 km de fait en direction de Junior's Astron, protestant Benjamin Tardif. Ça ferait de moins à marcher. Pas question que je marche jusqu'à Junior's Astron pour une chaleur pareille. Mais si tu veux y aller, Ben, je n'ai pas d'exception. Mais c'est toi qui as perdu quand on a tiré sous Sout un matin. Sout a triché, elle savait que c'était moi qui avais la pièce de Saint-Saëns et elle a fait exprès pour me faire perdre la salope. Jésus n'a jamais traité une femme de salope, même pas sa mère, intervint le révérend Oracle Simon. Vous, votre gueule, à moins que vous soyez capable de faire un miracle, comme changer du sable en super ou en sans-plomb, ça irait quand même, je suis pas regardant. Je vous en ferai un demain matin, du miracle, vous verrez. Encore mieux de changer du sable en essence. En tout cas, on rentre à la maison. Il va falloir pousser sur le côté du chemin pour descendre les Tardif. Mais non, ces machines-là, ça a de bien meilleurs engrenages que les Westphalia, expliqua Justin. On va rentrer jusqu'à la porte, jusqu'à la galerie, même sans se forcer. Je parie 5$ là-dessus. Justin et Benjamin durent pourtant descendre pour aider le révérend à faire demi-tour au monstrueux véhicule, dont le rayon de braquage semblait englober tout le sud du Texas. Ils remontèrent dans la voiture, se laissant glisser doucement dans la côte. Dis donc, Ben, demanda Justin sans se retourner. Toi qui t'intéresses tant au nom, tu dois savoir ce que ça veut dire, Ben Tardif. Oui,
Vous savez bien qu'elle veut dire Benjamin, bien sûr. Benjamin, ça veut dire le plus jeune présent quand même. Benjamin tardif pour la plus de sûreté. Vraiment. Et tardif en français, ça veut dire en retard. Comment ça, tu t'appelles Ben Too Late? Si on veut. Ça a l'air d'un nom indien, ça. Oui, il me semble que j'ai connu une indienne qui s'appelait Too Late. Much Too Late, je pense. En tout cas, pour en terminer avec l'histoire de mon nom, je n'ai qu'un frère qui a 11 ans de plus que moi. Ma mère avait 41 ans quand je suis né. Et mon père a trouvé ça très amusant de m'appeler Benjamin Tardif. Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Benjamin Tardif, en soupirant, allait reprendre ses explications, mais il fut interrompu par des exclamations de Soutinelle qui était passé sur la troisième banquette tout en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Demanda-t-elle. Ça, c'est un bar, fit le révérend, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Et quelque chose là-dedans? Il y a à boire? Demanda Justin. De la bière, du champagne aussi, je suppose. Elle est froide, la bière? Bien sûr. Stoppez, ordonna Justin. Ne freinez pas, suggéra Benjamin Tardif. Vous gaspillez l'énergie cinétique. Le révérend Oracle Simon freina quand même. Un homme de Dieu ne redoute pas une pénurie d'énergie cinétique. Tous s'assemblèrent devant le bar à l'arrière. Il avait 6 boîtes de bière et 2 bouteilles de champagne. Elles reprirent leur place, la voiture se remit à rouler et les 6 bières furent ingurgitées bien avant qu'elles ne s'immobilisent à nouveau. Plusieurs centaines de mètres avant l'endroit où le Westphalia s'était immobilisé la veille, ce qui fut plaisir à Benjamin Tardif, qui eut pourtant le tact de ne pas faire remarquer aux autres. Bien entendu, Justin avait eu le droit à 3 de ses 6 boîtes de bière, parce qu'il buvait 3 fois plus vite que les autres, et parce que 6 ne se divise pas par 4. Il y eut une longue discussion entre le révérend et le shérif pour savoir s'il fallait abandonner la voiture ou la pousser jusqu'à la maison. On décida finalement de la pousser avec Soutinelle au volant. Cela donna l'occasion de boire les 2 bouteilles de champagne sous prétexte d'alléger le véhicule. Comme 2 ne se divisent pas par 4, Justin en but une et ses 3 compagnons partagent l'autre. Just in case, Oracle Simon poussait chacun sur une aile, le premier à gauche, l'autre à droite. Benjamin Tardif poussait au centre de la voiture, sur le coffre. Il baissa les yeux et remarqua la plaque d'immatriculation God's Man sans apostrophe après le D. Sans doute les machines qui fabriquaient ces plaques étaient-elles incapables de faire les apostrophes. Ça vous a coûté cher avoir ce numéro-là, demanda-t-il, sachant que dans beaucoup d'États américains, il était possible, moyennement suppléant, d'obtenir le numéro de plaque de son choix. C'est le gouverneur qui l'a donné gratuitement, répondit fièrement Oracle Simon en profitant de la question pour faire une pause et s'éponger le front, tandis que les 2 autres continuaient de le pousser. Seul ce que je voulais, c'était le numéro 1 de Dieu, mais ce salaud de Tom Thompson l'avait déjà pris. Bien entendu, ce numéro d'immatriculation était en anglais God's Number One. À moins d'un miracle, le numéro 1 de Dieu ne serait jamais entré sur une plaque nord-américaine. Tom Thompson demanda innocemment Jean Tardif qui n'avait jamais entendu son nom. Oracle Simon en profita pour enlever de l'aile droite de sa voiture les mains qu'il venait tout juste d'y poser. C'est ce salaud qui a inventé toutes ces histoires de viol pour m'enlever mon tombe des ondes. Ah bon, fit Benjamin Tardif, qui ne voulait plus en entendre parler. Imaginez-vous, poursuivit Oracle Simon en continuant de se pas poser les mains sur la voiture, que ce damné d'enfant de chienne est maintenant à la tête d'un plus gros réseau de télévision à la gloire de Jésus, sans y avoir jamais mis un sou ni rien de sa personne. Mais je suis prêt à parier qu'elle ne pourra pas la faire fonctionner plus d'un mois sans moi. Surtout sans vos 10 millions de dollars, interjecta Justin, qui avait fait semblant jusque-là de ne pas écouter. Ces 10 millions n'ont jamais existé qu'ailleurs que dans l'imagination de Tom Thompson et de l'FBI. On arrive bientôt? Le révérend Oracle Simon n'avait mis main sur la voiture que quelques instants. Il s'écarta une fois de plus sous prétexte de regarder devant. Pendant une minute, il ne vit rien du tout parce que c'était pendant ces instants-là que Soutinelle laissa la voiture se diriger vers la droite. Puis il vit très bien devant, pendant les quelques instants que la voiture roula vers l'autre côté. La limousine était équipée d'une direction assistée qui ne fonctionnait que lorsque le moteur était en marche. Soutinelle, devenant appuyé de tout son poids sur le volant, et transpirait presque autant que les hommes qui poussaient le véhicule ou faisaient semblant. Oracle Simon se promit d'écrire au fabricant pour lui remarquer que cette rancune intolérable pour les serviteurs de Dieu qui parcourent le pays en chantant la gloire de Jésus de la libre entreprise. Plus quelques mètres, les gars, ne lâchez pas.
les encouragea-t-il de la voix et du geste. Ne lâchez pas vous non plus, mon révérend, ironisa Benjamin Tardif. Oracle Simon se contenta de s'appuyer sur la voiture, autant pour opposer d'avoir battu son record personnel de marche à pied des 20 dernières années pour que faire semblant de mettre sa main à la pâte. Il y avait encore une bonne cinquantaine de mètres à parcourir ce petit chemin de la maison de Soutinel lorsque celui-ci décida qu'il était temps de freiner si on ne voulait pas que la limousine aille s'écraser contre sa maison. Elle n'avait aucune habitude du servo-frein qui fonctionnait, lui, même lorsque le moteur n'était pas en marche. Elle faillit ainsi devenir la détentrice du record mondial pour le nombre de fractures de poignets causées par un seul mouvement d'un seul pied. Bordel de merde! S'écria Justin Case. Putain de salope! Hurla Oracle Simon. Hostie de tabarnak! J'ai mis Benjamin Tardif. Bien entendu, sauf pour les gros mots de Benjamin Tardif, on aura compris que ses propos sont traduits librement et même avec un souci d'éviter de scandaliser les femmes et les enfants qui auraient pu acheter ou ouvrir ce livre en croyant qu'il s'agissait d'un ouvrage sur les espèces d'animaux disparus au Texas. Oh boy. Aucun des trois n'eut plus ensuite envie d'aller loin. Ils laissèrent la limousine là, dans la clairière, à quelques heures du Westphalia. Et passèrent la demi-heure qui suivait à se frotter les poignets à tenter d'expliquer à Soutinel les subtilités de la conduite avec un cerveau-frein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda ensuite Benjamin Tardif. Eh ben, on attend, décida Justin Case. On attend quoi? Demanda Oracle Simon. J'en ai pas la moindre idée. Ils passèrent le reste de la journée à attendre et à se demander ce qu'ils attendaient. Le révérend Oracle Simon. Pourquoi il faut toujours qu'ils disent leur nom? C'est tellement tannant. Subtilement encouragé par Justin Case, avait fini par accepter d'ouvrir le coffre de sa limousine. On y avait trouvé 2 pots de caviar et une grosse boîte de craquelins salés. Les 2 Case avaient recraché leur première cuillerée de caviar et s'étaient contentés de grignoter les craquelins, ce qui les empêcha de converser pendant une bonne heure. Oracle Simon et Benjamin Tardif partagèrent le caviar qu'ils mangeaient à la cuillerée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme? Répondait le révérend. 6 mois par année, je traduis de l'anglais au français des textes pour les fabricants d'automobiles, les manuels du propriétaire, les brochures publicitaires, ce genre de choses. Je travaille à la pige chez moi de mai à novembre avec une pointe au mois d'août, pendant lequel je travaille plus de 100 heures par semaine. Et comme je n'ai pas de travail à faire pour le reste du temps, j'ai décidé cette année de venir l'ouest des États-Unis. Ah bon? Est-ce que vous travaillez pour les Japonais ou pour les Américains? Mes 2 plus gros clients sont des constructeurs nord-américains. Par exemple, j'ai traduit il y a quelques mois la brochure publicitaire de votre voiture, enfin le modèle de série. Tiens, c'est très bien ça. Je ne fais pas ça parce que c'est bien, mais parce que ça paye bien pour le faire, c'est un point de vue. Ce qui me semble évident, c'est que Dieu a beaucoup d'imagination pour nous trouver des tâches les plus bizarres. Cette dernière remarque décida Benjamin Tardif à se mettre en conversation avec Oracle Simon. Il s'approcha de Soutinel qui croquait ses dernières craquelins. Dis donc, Sutinel, c'est quoi comme nom? Chez mon père qui l'a inventé, à cause de Justin. Je ne vois pas. Réfléchis, tu trouveras. Il réfléchit sans trouver. Vraiment, je ne vois pas, voit-il enfin. Soutinel grimaça et s'efforça d'avaler la pâte formée par la salive et les craquelins. Ce sujet l'embarrassait de toute évidence, mais Benjamin Tardif la regardait avec une curiosité telle qu'elle se sentait obligée de lui donner une explication, de crainte de lui voir le crâne imploser sous la tension. Justin, ça fait Justin Case. Tout ce que mon père a trouvé pour une fille qui ferait quelque chose avec Case, ça a été Soutinel, parce que Soutinel, ça fait soute. Benjamin Tardif la regarda d'un air idiot et intrigal. Puis il se revint les sourcils, son sourire s'élargit, il éclata de rire. Suitcase! S'exclama-t-il enfin comme s'il avait résolu la quadrature du cercle et du cube de Rubik d'une seule main avec une seule hémisphère de son cerveau. Le père de Soutinel l'avait appelé ensuite pour que les gens l'appellent Suitcase, mallette, vexé, Soutinel haussa les épaules. C'est pas pire, Ben Too Late. C'est vrai, admit-elle en essuyant une larme, mais sans arrêter de rire aux larmes. Demain matin, dit Justin après avoir arrosé d'au moins 10 litres d'eau les craquelins qui lui gonflaient l'estomac, au point de leur faire sauter 2 boutons de chemise. Demain matin, on va marcher tous les 4 jusqu'à Junior's Astron. On va emporter tous les contenants d'eau qu'on pourra. On devrait y être pour l'heure du souper, à moins bien entendu qu'une camionnette nous ramasse.
Il avait dit Unless we get picked up by a pickup, qui était une formule involontairement amusante. Elle ne fit sourire qu'un Benjamin Tardif, qui aurait été embêté si on l'avait demandé de la traduire de façon savoureuse en français. Pourquoi suggéra-t-il avec l'esprit de contradiction que ses compagnons d'infortune commençaient à lui connaître qu'elle salutait par un triple profond sourire? Pourquoi ils n'y vont pas ce soir? Ce serait moins chaud et on serait avant le matin. Des plans pour se faire écraser dans le trafic, un punachetin. Quel trafic? Moi, en tout cas, je ne laisse pas ma limousine ici toute seule, résolut Urkel Simon. Benjamin Tardif eut l'impression que le révérend se mordait les lèvres comme Sylvain se laissait entendre que sa voiture était bourrée d'1 million de dollars. Moi, je fais comme Justin, fit Soutinel sur la même ton que si elle avait voulu affirmer son autonomie. Sentait une fois de plus qu'il a perdu si on prenait un vote. Benjamin Tardif n'insista pas. On mangeait les 2 dernières boîtes de chili, et Benjamin Tardif se dit qu'il devait en manger encore avant 1 mois. Son système digestif ne répondrait plus de rien. Il dormit dans son Westphalia, Urkel Simon dans sa limousine, aussi grande qu'une maison, et les caisses dans la maison de Soutinel, aussi petite qu'une limousine. Et c'est terminé, je suis fatigué, c'est les élections ce soir, et je vais regarder ça. Au revoir. Et j'ai un examen de sciences, et j'ai genre pas beaucoup étudié.